Mécanisation de l'agriculture, nous réduisons la biodiversité de manière dramatique et nous avons développé des systèmes agro-industriels qui ont des impacts en termes de santé publique qui vont dans les années qui viennent s'avérer de plus en plus problématiques. Il faut changer de modèle au cours des années 60 et 70 en termes de destruction des sols, en termes d'augmentation des gaz à effet de serre, en termes de pollution des sols et des réserves d'eau, en termes aussi d'absence de prise en compte des questions de nutrition dans les politiques agricoles. C'est vrai que le système reste dominant, celui qui est en place et celui dont on a hérité. Concurrentiel sur des marchés mondialisés et où les économies d'échelle sont la source principale de compétitivité. Et donc c'est cela qui accroît la pauvreté rurale, l'absence de développement rural. Ils sont très concurrentiels sur le plan économique. Ils peuvent réussir à faire des économies d'échelle, à relier des producteurs aux consommateurs d'un bout à l'autre de la planète. La pauvreté est la plus extrême dans le monde. Cependant, il faut pour cela beaucoup d'argent, des budgets pour soutenir cette agriculture-là et pour compenser 30, 40 années de sous-investissement dans l'agriculture. Les États n'ont pas ces budgets. Et le secteur privé n'est pas très intéressé à soutenir les petits paysans parce que ça coûte cher, parce que c'est compliqué, parce que travailler avec des milliers de petits paysans répartis sur des grands territoires, c'est très difficile. Il faut les organiser en coopérative et les éduquer à respecter les standards qui sont d'application dans les chaînes mondialisées de l'agro-export, nourriture de qualité, et pour éviter que l'accès de l'alimentation pour les plus pauvres se fasse au détriment des petits producteurs et qui seront les perdants d'un système qui favorise le low cost dans l'agriculture. L'agrobusiness, c'est le business de l'agriculture. Donc en fait, c'est tout ce qui tourne autour de la production alimentaire, que ce soit en amont, donc ça veut dire au niveau des semences, au niveau des intrants, au niveau des fertilisants, produits chimiques de toutes sortes, au moment de la production et puis de la transformation des aliments. L'agrobusiness cultive sur des surfaces énormes, donc ça veut dire qu'il est énergivore pour tout ce qui est des ressources naturelles, mais il est peu pourvoyeur d'emplois. Donc ça veut dire que tous les petits paysans qui se voient confisquer les terres pour les firmes de l'agrobusiness n'ont d'autre choix que de devenir, pour certains, mais une minorité, travailleurs sur ces terres, ou alors sont expulsés, s'en vont vers les villes, grossir les bidonvilles, etc. Effectivement, nous ne pensons pas entrer des fraternités que c'est la solution, puisque l'agrobusiness accapare des terres, expulse des paysans, plante sur de grands territoires, donc épuise les sols, épuise les nappes phréatiques. Quand on parle d'agrobusiness, on parle aussi de concentration. Concentration notamment des firmes, de toutes ces firmes semencières par exemple, puisqu'il y a à peu près 67% des semences qui sont dans les mains de 10 grandes firmes. Donc ça veut dire un risque certain de perte d'autonomie pour les paysans et in fine des dangers aussi pour les consommateurs. Et c'est bien une des caractéristiques de l'agrobusiness, c'est cette concentration de grandes firmes qui rachètent des plus petites, pour finalement arriver à quelques grandes firmes qui contrôlent tout le marché. La faim dans le monde, malgré tous les progrès qu'on a essayé de faire au cours de ces dernières années, ne cesse d'augmenter. Donc on considère qu'il y a toujours 1 milliard à peu près de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Et ce qui est paradoxal, c'est que la grande majorité de ces personnes sont des producteurs. Donc on considère qu'une personne sur 8 souffre de la faim, et parmi ceux-ci, il y a grosso modo 75 à 80% qui sont des producteurs. On considère que la production actuelle au niveau mondial est largement suffisante. Le seul problème, c'est une question de répartition, c'est une question d'accès à ces ressources, à ces marchés. Et c'est vrai que quand des produits du Nord ou des produits des États-Unis en Amérique centrale arrivent sur le marché, ce sont des produits hautement subsidiés. Et les petits paysans qui n'ont plus de travail, qui n'ont plus d'emploi, de ressources, rien du tout, n'ont pas accès à ces produits. Ce que nous préconisons en Entraide et Fraternité, c'est le développement et le soutien à une petite agriculture paysanne familiale. Donc il y a justement des caractéristiques tout à fait contraires de celles de l'agrobusiness, puisque c'est du travail sur des petites parcelles, et les chiffres le prouvent, toutes les analyses le prouvent.
l'agriculture paysanne familiale est plus productive que l'agrobusiness et elle est pourvoyeuse d'une nourriture de qualité, saine, qui respecte la nature, qui respecte la biodiversité, donc tout au contraire de l'agrobusiness qui, par ses monocultures, détruit toute cette variété de semences. « 2 degrés d'augmentation d'ici à 2100. Voilà l'objectif à ne pas dépasser. 2 petits degrés par rapport aux températures moyennes relevées lors des premières mesures modernes en 1880. À l'origine, l'effet de serre est un phénomène uniquement naturel. L'atmosphère terrestre est une enveloppe de gaz qui absorbe le rayonnement infrarouge de la Terre et emmagasine la chaleur. Sans ce bouclier naturel, appelé effet de serre, la température avoisinerait les moins 18 degrés et la vie ne serait probablement pas possible. Mais ce processus naturel a été déstabilisé par les concentrations dans l'atmosphère de 3 gaz à effet de serre, notamment dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote, qui ont atteint des niveaux records en 800 000 ans. En 130 ans, la température moyenne à la surface de la planète a gagné 0,85 degrés Celsius. Le niveau actuel des émissions conduit la planète vers une hausse de 4 degrés d'ici 2100. Pour les climatologues, les activités humaines en sont les principales responsables. Avec les combustibles fossiles, les émissions cumulées de CO2 ont atteint plus de 2000 milliards de tonnes depuis la première révolution industrielle de 1750. L'agriculture intensive, le méthane qu'elle génère, est responsable de 10 à 12% des émissions de gaz à effet de serre, les ruminants à eux seuls y contribuant à près de 40%, et la déforestation qui détruit la végétation, qui elle-même absorbe le CO2. Les impacts récents du changement climatique sont déjà visibles sur tous les continents, sur les systèmes humains et naturels, avec une multiplication de phénomènes extrêmes tels que l'aggravation des sécheresses, les inondations, l'élévation du niveau de la mer due à la fonte des glaciers et à l'expansion thermique de l'eau, l'acidification des océans, la disparition de certaines espèces, animales ou végétales. Les conséquences du réchauffement climatique seront dévastatrices et irréversibles s'ils n'étaient pas rapidement contrôlés, ne cessent de rappeler les climatologues de l'ONU. Au cours des dernières décennies, la pauvreté a beaucoup reculé dans le monde. Mais le changement climatique menace ce progrès. En 2030, il pourrait faire tomber plus de 100 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Heureusement, on peut encore éviter que cela se produise, si les bonnes politiques sont mises en place. Les chocs liés au climat sont déjà un obstacle à l'élimination de la pauvreté. Les catastrophes naturelles détruisent les biens et les moyens de subsistance, affectant les gens pauvres de façon disproportionnée. Après l'ouragan Mitch au Honduras, les gens pauvres ont perdu 30% de leurs biens, 3 fois plus que les autres. Les gens pauvres ont moins de ressources et reçoivent moins d'aide de leur famille, de leur communauté, du système financier et des systèmes de protection sociale, ce qui les empêche de se préparer et de faire face aux chocs. Le changement climatique amplifiera ces chocs et les gens pauvres souffriront davantage. Les inondations seront plus fréquentes et toucheront les habitants des bidonvilles. Les sécheresses seront plus intenses et toucheront les agriculteurs pauvres. Heureusement, un développement adéquat, c'est-à-dire rapide, inclusif et adapté au changement climatique, peut prévenir la plupart de ces impacts d'ici à 2030. Ces mesures doivent inclure de nouvelles pratiques agricoles résistantes aux aléas climatiques pour protéger les fermiers, de meilleures défenses face aux inondations pour protéger les habitants des bidonvilles et des zones côtières, une couverture santé universelle et plus de protection sociale pour ceux qui n'y ont pas accès. Mais à long terme, si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites, les impacts du changement climatique risquent de dépasser nos capacités d'adaptation. Pour maîtriser les impacts de long terme, des politiques de réduction des émissions doivent être mises en place aujourd'hui. Et elles doivent être pensées pour protéger les plus pauvres et soutenir les pays les moins développés. Le dioxyde de carbone, communément appelé CO2, est le gaz à effet de serre le plus connu. Le CO2, produit par l'activité humaine, est le grand responsable des changements climatiques récents. Mais il y en a un autre, peut-être plus redoutable encore, le méthane. Le méthane est un gaz que l'on trouve à l'état naturel, contrairement au propane qui, lui, est un dérivé du pétrole. Les sources de méthane naturel sont nombreuses. Zones humides, tourbières et décharges à ciel ouvert. De fait,
Partout où il y a de la matière organique qui se décompose, il se produit du méthane. À ce compte, il ne faut pas oublier les ruminants, qui émettent une grande quantité de ce gaz pendant leur digestion. Cela représente environ 15% de la totalité des émissions de méthane. Tout comme le CO2, le méthane est un gaz à effet de serre. Il retient les rayons infrarouges dans l'atmosphère, donc la chaleur. Le problème, c'est que le méthane est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2. Par conséquent, il faut agir rapidement, de manière à limiter la hausse de la température à moins de 2 degrés Celsius. Sinon, l'emballement climatique nous guette. Voilà pourquoi certains spécialistes du climat parlent de la bombe méthane. À cause de l'augmentation de la température observée dans le Grand Nord, le pergélisol est en train de fondre. Or, ce pergélisol est un gigantesque réservoir de méthane. Le pergélisol, ce sol gelé en permanence, couvre des millions de kilomètres carrés, du Canada, en passant par l'Alaska, la Sibérie et la Scandinavie, jusqu'au Groenland. Depuis la dernière glaciation, il y a 11 000 ans, de vastes tourbières ont gelé, formant le pergélisol d'aujourd'hui. Dans le cas de la Sibérie, c'est une tourbière d'1 million de kilomètres carrés, une tourbière équivalente aux 2/3 du Québec. Si cette matière végétale revient à l'air libre, les bactéries responsables de sa décomposition reprendront du service. L'un des sous-produits de cette décomposition est le méthane, dont les émissions pourraient alors se faire en grande quantité. Pendant l'hiver, on constate même la présence de ce méthane dans la glace à la surface des lacs. Comment? Tout simplement parce que les scientifiques sont capables d'y mettre le feu. Mais une autre donnée vient compléter ce portrait inquiétant. Il y a aussi une quantité colossale de méthane dans la mer. La présence de ce méthane s'explique par le fait qu'autrefois, la région arctique était peuplée d'immenses forêts. Ces forêts se sont ensuite recouvertes d'eau, puis elles se sont fossilisées. Sous l'effet de la pression, et aussi parce que les eaux sont froides, le méthane s'est solidifié sous forme de cristaux blancs sur ces carottes de glace. C'est ce qu'on appelle des hydrates de méthane. Les quantités d'hydrates de méthane stockées sur les fonds marins dépasseraient en importance la totalité des réserves mondiales connues de charbon, le combustible le plus abondant sur la planète. Mais l'eau dans l'Arctique commence à se réchauffer et le pergélisol marin à ramollir. Ce modèle réduit illustre ce qui se passe quand les cristaux fondent. Le méthane reprend son état gazeux et remonte vers la surface. Le phénomène se produit à grande échelle partout dans l'Arctique. Ce sont les Suédois qui ont fait cette remarquable découverte dans la mer de Laptev, à l'est de la Sibérie. Les bulles de méthane remontent la colonne d'eau et viennent éclater à la surface. Le fait de devoir ajouter le méthane marin au méthane terrestre fait frémir les scientifiques, car il va falloir maintenant intégrer ces nouvelles données au modèle climatique. Les conséquences peuvent être sérieuses, car le pergélisol contient des quantités de méthane évaluées à 16 000 milliards de tonnes. Comme les quantités en jeu sont colossales, il pourrait alors se créer un puissant cercle vicieux. Plus de méthane veut dire encore plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc augmentation de la température. Résultat, une pression accrue sur un climat déjà bouleversé. La bombe méthane est bel et bien amorcée. Voici la Terre. Elle est bleue, elle est ronde, et elle est un peu malade aussi. De nos jours, on peut identifier deux problèmes majeurs, le changement climatique et la faim dans le monde. Bon, entre nous, on ne va se concentrer que sur le premier, parce que si le second nous intéressait vraiment, on l'aurait résolu depuis un bon moment. Donc, notre réchauffement climatique, on le doit à quoi exactement? Notre principal suspect, c'est le CO2, ou gaz carbonique.
composé d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Enfin ça, tout le monde le sait bien sûr. C'est pas qu'il est méchant de nature le CO2, mais c'est juste qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. On va faire un petit saut en arrière, parce que oui, du CO2, il y en a toujours eu dans l'atmosphère. Avant l'époque de l'industrialisation, il existait un cycle harmonieux entre le CO2 émis et le CO2 absorbé. La Terre gardait un montant de gaz carbonique constant d'une valeur de 280 ppm. Un pp quoi? Ah oui, ppm ou parts par million. C'est une façon d'évaluer le niveau de CO2 dans l'atmosphère. Et 1 ppm de CO2 équivaut à 7,8 milliards de tonnes. On peut visualiser ça comme un énorme cube de graphite d'1 km de long, de hauteur et de large. Donc on dit 1 ppm pour aller plus vite. Bref, on a notre cycle harmonieux qui est stabilisé à 280 ppm. Mais depuis l'industrialisation, nous utilisons du carbone fossile. Carbone quoi? Bah oui, le carbone fossile, c'est le carbone issu du sous-sol. Et depuis l'ère industrielle, nous l'utilisons comme énergie et matière première. Et on émet beaucoup plus de gaz carbonique que ce qu'on peut absorber. Et tout ça aggravé par une déforestation massive et le travail du sol agricole. Le taux de CO2 a donc quasiment doublé. C'est en grande partie à cause de ça qu'il y a l'augmentation de l'effet de serre, le réchauffement global, plus de catastrophes naturelles, fonte des glaces, la montée des eaux, les... Bon, du coup, on fait quoi? Certes, dans un monde idéal, on pourrait arrêter complètement d'émettre du CO2. Mais même en faisant ça, il nous faudrait 250 ans pour revenir au niveau de 1975, qui était déjà assez élevé. Donc on n'a pas vraiment le temps. Certains ont pensé à enfouir le surplus de CO2 dans le sol avec de grosses usines. Mais pour 3 kg de CO2 enfoui, on a 1 kg de CO2 émis en cadeau, offert. Donc, si on ne peut pas le faire industriellement, avons-nous un moyen planétaire pour enfouir tout ce CO2? Bah oui, en fait, ça s'appelle le végétal. Le végétal absorbe du CO2 et libère de l'oxygène comme il l'a toujours fait. Les plantes stockent du carbone et créent l'humus. L'humus, c'est la fine couche de terre vivante sur laquelle depuis toujours poussent les plantes. Elle est faite de 60% de carbone, d'eau, de minéraux et de beaucoup de vie. Donc en gros, plus il y a de végétal, plus on stocke de carbone, plus il y a d'humus. Et plus il y a d'humus, plus il y a de végétal, et moins il y a de carbone qui traîne dans l'air. Plus il y a de végétal, plus ça bouffe du CO2, plus il y a de sol pour planter plus de végétal. Du coup, plus on plante des trucs différents, plus on avale du carbone, plus on nourrit le sol. Et plus on nourrit le sol, plus on plante, plus on absorbe du carbone. Bref, vous voyez l'idée, c'est l'agriculture du carbone. Et on en profite au passage pour limiter, voire supprimer le travail du sol. Ça peut paraître insignifiant, mais c'est ça qui nous permettra de préserver notre stock d'humus. Et nos alliés les vers de terre, près de 2 tonnes à l'hectare pour un bon sol quand même. Ce sont notamment eux, les vers de terre, qui sont censés travailler le sol de l'intérieur. Et quand ils sont là, ça se voit tout de suite à l'extérieur. Bref, l'agriculture du carbone, ça arrange tout le monde en fait. Revenons à nos 2 problèmes du début. Si en plus de réduire nos émissions de CO2, nous décidions collectivement de pratiquer cette forme d'agriculture sur l'ensemble des surfaces cultivées de la Terre, alors nous pourrions progressivement limiter puis enrayer le changement climatique. Et pour info, cette agriculture, c'est aussi la seule façon de produire durablement en quantité partout dans le monde, pour nourrir l'ensemble de l'humanité, aujourd'hui et demain, sur la seule planète qu'on a. Et voilà, ça paraît simple quand même, non? Si la chair est faible, ses impacts sont forts. 318,7 millions de tonnes. C'est la quantité de viande produite dans le monde en 2015 grâce aux 66 milliards de bêtes que nous élevons chaque année. 26% de plus qu'en 2003, il y a 12 ans. En 2013, le lait de vache, la viande de porc, de bœuf et de poulet étaient 4 des 5 produits agricoles les plus vendus dans le monde, cumulant un total de 679 milliards de dollars. Un sacré festin.
Entre 1970 et 2014, dans le monde, la consommation moyenne de viande par habitant est passée de 28,7 kg par an à presque 43 kg par an. Mais l'appétit n'est pas le même partout. Quand on avale 33,7 kg par an dans les pays en développement, le total monte à plus de 76 kg par an dans les pays développés, plus du double. Et ce régime carné a quelques légers impacts. Avec plus de 7 gigatonnes d'équivalent CO2 émis par année, l'élevage représente 14,5% des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, plus que les émissions directes du secteur des transports. Les bovins sont incontestablement les champions toutes catégories. En 2010, que ce soit pour leur viande ou leur lait, ils cumulaient à eux seuls 80% des émissions pour seulement 29% de la demande en viande mondiale. Pourtant, pour nos organismes, manger du bœuf n'est pas franchement rentable. Seuls 5% des protéines ingurgitées par la bête au cours de son existence se retrouvent dans nos assiettes. Pire, la consommation excessive de viande rouge aggrave les risques de diabète et de maladies cardiovasculaires, deux pathologies qui représentent à elles seules 30% des décès sur la planète. Selon l'OMS, la surconsommation de viande transformée comme le jambon ou les saucisses pourrait même s'avérer cancérogène. Nourrir nos steaks sur pattes demande aussi de l'espace. 75% des terres agricoles du globe sont dédiées à faire pousser la nourriture de notre cheptel mondial, alors que porc, bœuf, poulets et autres animaux ne fournissent que 8% des calories et moins de 18% des protéines que nous mangeons annuellement. Seuls 4% du soja mondial est consommé par des humains. Ces mêmes cultures de soja qui sont responsables de 91% de la déforestation amazonienne. Mais ce n'est pas tout. Il faut 15 500 litres d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf. L'élevage représente 8% de la consommation mondiale d'eau. Là encore, majoritairement pour faire pousser les fourrages qui viendront garnir les auges. Histoire de boucler le cycle naturel, après digestion, les déjections des élevages intensifs finissent souvent par polluer les sols et les eaux alentours, notamment à cause des nitrates. Mondialisation oblige, l'élevage s'industrialise et ça vient de loin. Au début du XXe siècle, à Chicago, l'organisation à la chaîne dans les abattoirs permettait de tuer, éviscérer et découper une vache en 15 minutes. 12 millions de bêtes étaient ainsi avalées chaque année, une mécanique bien huilée qui inspira Henry Ford. En suivant l'exemple des abattoirs, il instaura le Fordisme dans ses usines automobiles. Aujourd'hui, en France, 95% des porcs sont élevés sur caillebotis dans des bâtiments clos, le mode d'élevage porcin le plus répandu au monde. Et pour avoir des fermes intensives de porcs, il faut des fermes intensives de truies. Depuis 2011, à Trébivent, dans les Côtes-d'Armor, une maternité de 883 truies fait naître 23 000 porcelets par an. Une miette, comparée aux 100 millions de porcs et 10 millions de truies achetés par la Chine, le premier importateur mondial entre début 2014 et mi-2015. Qu'elles accueillent des porcs ou des volailles, la promiscuité des fermes industrielles fait aussi la joie des bactéries. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, les animaux sont gavés d'antibiotiques. En 2009, le bétail américain en a reçu 13 000 tonnes, soit 80% des antibiotiques consommés dans le pays. Mais à force, les bactéries déjouent les pièges. En 2014, sur un échantillon de 100 pièces de dinde et de poulet examinées en France, 1 sur 4 contenait des bactéries Escherichia coli. 64% de ces bactéries étaient résistantes à nos antibiotiques. Une brèche dans notre propre immunité. Bien joué. Longtemps signe de richesse, la viande, en se démocratisant, s'est aussi industrialisée. Aujourd'hui, notre appétit excessif de carnivores grignote la planète et commence à créer de sérieux risques sanitaires. C'est peut-être le moment de revoir nos menus. Le sol est le miracle vivant de la nature. Une seule poignée de terre contient plus d'organismes qu'il n'y a d'humains sur la planète. Et nous commençons à comprendre seulement maintenant l'incroyable réseau organique qui se trouve sous nos pieds. 95% de ce que nous consommons dépend de nos sols et pourtant, nous n'y faisons pas assez attention. Des milliers d'années d'exploitation agricole, arboricole et d'érosion ont laissé nos sols dans un état lamentable. Et la perte de cette ressource essentielle s'accélère. Mais ce n'est pas tout. Lorsque nos sols sont endommagés, ils libèrent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, entraînant de graves conséquences sur le climat. L'excès de dioxyde de carbone
non seulement provoque le réchauffement de la Terre, mais aussi l'acidification des océans, menaçant ainsi la vie marine. En conséquence, il ne reste plus assez de carbone dans les sols. En fait, plus de 50% des sols agricoles dans le monde ont perdu leur stock de carbone. Mais il y a quand même un espoir. Nous savons maintenant comment réapprovisionner nos sols affaiblis en carbone. Les plantes absorbent le dioxyde de carbone par leurs feuilles et le redirigent dans le sol à travers leurs racines, nourrissant ainsi les micro-organismes qui y habitent. Le carbone de l'atmosphère, qui était un problème, devient maintenant une solution sous la forme de carbone dans le sol. En gardant nos sols couverts de plantes, en augmentant la biodiversité des cultures, en compostant et en utilisant un système de pâturage écologique, il est prouvé que nous serons capables de réapprovisionner les sols en carbone. Les sols riches en carbone agissent comme des éponges, absorbant l'eau durant les inondations et les crues, redistribuant l'eau durant les périodes de sécheresse. De plus, un sol riche en carbone augmente la productivité des terres cultivées. Le gouvernement français reconnaît ce fait et appelle chaque pays à se joindre à lui pour accroître de 0,4% par an la quantité de carbone dans nos sols. Si chaque nation peut accomplir cette tâche ambitieuse mais réalisable, nous pourrions absorber près de 75% des émissions dues à l'effet de serre sur la planète. C'est assez pour créer une vraie différence pour un futur bien-être. Évidemment, nous devons encore réduire nos émissions de combustibles fossiles sans développer de nouvelles technologies onéreuses et risquées. Nous avons donc besoin de beaucoup plus de photosynthèse. Le changement climatique peut sembler être un problème accablant, mais il y a de l'espoir. Des sols en bonne santé représentent un important puits de carbone. Mais cette information n'est pas assez partagée jusqu'à maintenant. Alors que nous possédons une vraie solution juste sous nos pieds. Yeah.